Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour, bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons parler des repas de famille. En fait, on peut parler de rien avec tes parents ? Exactement. Moi, ça m'a pris des années à trouver des sujets qui ne parlent de rien. Les réunions de famille peuvent représenter pour certains de grandes tablées où peuvent se rencontrer plusieurs générations, ou au contraire, pour d'autres, des rendez-vous obligés pour lesquels on a toujours une excuse de moins en moins crédible pour ne pas y assister. Ce peut être des moments de discussion privilégiés où l'on peut enfin se retrouver tous ensemble. Les repas peuvent permettre de nourrir les liens familiaux et parfois, malheureusement, de prendre conscience de leur relâchement. Les repas de famille peuvent alors devenir, avec leur cortège de retrouvailles parfois lourds à digérer. Certains en rêvent et se réjouissent des mois à l'avance. Pour d'autres, le cauchemar n'est pas loin. Alors première question, est-ce que les repas de famille nous renvoient obligatoirement à des histoires d'enfants ? Pourquoi cette envie d'exploser ? Pourquoi un besoin irrépressible de tout balancer ? D'enfin dire leur fait à cette sœur, à ce père qui nous ont, pensons-nous, gâché ce qui aurait dû être nos plus belles années. Dans ces fêtes et ces repas, il nous faut composer à la fois avec la famille que nous avons formée en tant qu'adultes, mais surtout avec celle de notre enfance. Nous régressons et les contentieux non réglés de cette époque ressurgissent inéluctablement. Différentes facettes de notre identité et de notre histoire se télescopent. Il suffit d'un rien, une remarque, un regard, et subitement, l'adulte que nous sommes devenus disparaît derrière l'enfant que nous avons été. Nous ne sommes plus, dit Iris, 38 ans, une belle et brillante vétérinaire mariée, 2 enfants. Nous redevenons Iris Trion, petite fille difficile, 3e d'une fratrie, où il fallait se battre pour exister aux yeux d'un père trop absent, 2 sœurs aînées que nous trouvions distraites et méprisantes. Elle nous confie humiliée. Je me souviens encore de ce jour où nous étions, mes parents, mes 3 sœurs et moi, réunis dans la maison familiale. Nous, adultes, observions nos enfants qui dînaient. Et tout à coup, Victoire, ma sœur aînée, a critiqué la manière dont je parlais à mon fils. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai sauté dessus en hurlant qu'elle n'avait pas d'ordre à me donner, que j'étais beaucoup plus équilibrée qu'elle, que j'en avais marre qu'elle se mêle de tout. Nous nous sommes battus, disputés, devant les petits, nos 2 autres sœurs et mes parents médusés. Résultat, dit-elle, j'ai eu l'air d'une folle dangereuse devant la famille tout entière. Rien n'avait changé et je me suis une fois de plus sentie disqualifiée, tellement moins aimable et aimée que Victoire. Iris a l'impression d'avoir répété un scénario dont elle pensait s'être extraite. La faute à qui ? Au psychisme, aux traces intemporelles laissées par le lien familial et plus particulièrement celui noué avec nos parents, notre premier grand amour. Nous attendons, nous espérons être reconnus par eux à notre juste valeur. C'est le lien dont nous sommes faits. Il allie le sentiment d'amour, les câlins et le désir inconscient et interdit que nous ressentons pour eux. Quoi qu'il se passe dans notre parcours ultérieur, nos pères et mères font partie de nous, de notre scène intérieure. Peut-on dire qu'on a une vision idéale de sa famille ? Je crois qu'on peut le dire. Iris voulait se venger, obtenir réparation, mais c'est impossible, parce que nos parents ne sont jamais dans la réalité, telle que nous les imaginons. Nous réglons nos comptes, non pas avec des êtres humains, mais avec des acteurs du roman familial que nous avons intérieurement écrit. Quand je reçois et écoute les membres d'une même famille au cabinet, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vécu ensemble. Chacun a sa propre vision. C'est une erreur que de penser que tous pourraient avoir la même version. D'ailleurs, nous n'avons souvent pas les mêmes souvenirs, ni la même image des comportements des uns et des autres. Si on essaie de confronter son père ou sa mère à sa propre réalité, comme par exemple « il nous a abandonnés, ma mère, ma sœur et moi quand j'avais 3 ans », il a essayé de se trouver des tas de bonnes raisons pour ne pas avoir s'occuper de nous, eh bien à cela, le père pourrait répondre « mais ce n'est pas ça, tu mens ». Mais contester sa version ne sert à rien. Le père n'avait aucune envie d'entendre un autre son de cloche que le sien. On aurait voulu qu'il soit différent et on tente de redéfinir la représentation qu'il donnait de lui. Est-ce qu'on peut dire que, dans ces cas-là, les reproches sont nécessaires ?
C'est une vraie question. Faut-il renoncer à dire ce que nous avons sur le cœur? Se taire? Pas forcément. Nous ne pouvons pas changer notre interlocuteur, mais nous pouvons ouvrir une brèche et l'amener à entendre notre point de vue. Il peut être pertinent de dire à ses parents, quel que soit son âge d'ailleurs, « J'ai mal vécu cet événement. Cela m'a fait souffrir. » Mais pour être écouté, il importe de s'exprimer après avoir réfléchi et en renonçant au ton vindicatif. Le reproche est une étape nécessaire, souvent incontournable. Seulement, il s'inscrit plutôt dans le registre de la crise d'adolescence. Tant que nous voulons que notre parent sache qu'il a été méchant, nous sommes dans la demande. Il est préférable de s'attaquer aux représentations de nos parents dans notre tête. Si nous lavons notre linge sale en famille, il ne sera jamais propre. Mieux vaut le laver en tête-à-tête avec soi-même, et c'est le travail qui est proposé en neurotraining. L'idéal serait d'en arriver au point où nous puissions nous dire que finalement, nos parents, nos frères et sœurs, ont fait ce qu'ils ont pu, ont été ce qu'ils ont été. Se libérer de nos parents, c'est renoncer à toute demande à leur égard. Le jour où nous y parviendrons, la réalité se modifiera d'elle-même, et c'est nous qui aurons changé. Nous serons libres et libérés, et les repas de famille pourront bien se passer, de notre point de vue, bien sûr. Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Est-ce que vous avez des clés pour que les repas de famille se passent bien? Oui, bien sûr. Tout d'abord, gardez le sens des proportions. Quand vous vous retrouvez en plein cœur d'une réunion familiale, demandez-vous si ce qui perturbe tout un chacun aura autant d'importance pour vous dans 1 heure, ou 2, ou le lendemain? La réponse sera généralement non. Élevez-vous au-dessus de la colère. La prochaine fois que vos parents, vos frères et sœurs vous exaspèrent, gardez à l'esprit les moments difficiles qu'ils ont pu connaître. Évadez-vous. On ne peut évidemment pas bannir de la table les membres de la famille qui s'opposent ou sont incapables d'entendre les appels au calme et à la raison. Mais on peut trouver une excuse pour s'éloigner. Laissez-les à leur dispute. À votre tour, ils auront probablement oublié la cause de leur querelle et seront en train de discuter amicalement. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas en cause. Si des membres de votre famille se montrent odieux, c'est leur problème et non le vôtre. Évitez autant que possible de leur parler d'un ton brusque ou de dire des choses que vous pourriez regretter. Gardez un silence empreint de dignité. Le refus de s'impliquer constitue parfois la meilleure manière de faire face à une situation difficile. Le silence est un outil puissant. N'hésitez pas à en user. Soyez bon envers vous-même. Si votre mère vous irrite, en vous rappelant une fois de plus votre premier mariage raté, ne vous jugez pas parce que vous éprouvez de la colère. Votre réaction est normale, mais évitez la confrontation. Prenez plutôt quelques respirations profondes, comptez jusqu'à 10 et changez de sujet. Alors, quelles sont les conclusions pour des repas de famille réussis? Nous voyons bien que les repas de famille sont le reflet de notre rapport à nous-mêmes, à la place que l'on a trouvée ou pas dans notre famille, à l'idéal parental dont on rêve et plein d'autres choses encore. Sachant que l'on ne peut pas agir sur l'autre et le faire changer, c'est à nous à modifier notre perception et à aller penser toutes ses plaies, ses manques et ses regrets. Le neurotraining prend là toute sa valeur et permet de pouvoir partager des repas de famille calmement et légèrement. Au revoir. Retrouvez cette chronique sur la page Facebook de Christine Bartoli. Vous pourrez ainsi réécouter cette émission, laisser vos commentaires et lui soumettre des sujets que vous aimeriez voir traités.